Éric Ciotti est l'invité de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Nous vivons un climat très particulier où le terrorisme fait la une tous les jours, des actes imprévisibles qui sont pratiquement imparables, de jeunes femmes tuées à Marseille à l'arme blanche, une épouvantable tragédie à Las Vegas. Est-ce que, Éric Ciotti, cette actualité qui doit renvoyer tout de même à une forme d'impuissance, modifie votre vision des choses sur la lutte contre le terrorisme? Non, elle ne la modifie pas. Je dirais que malheureusement, elle la conforte. Nous sommes depuis 2015 sur ce long chemin tragique qu'évoquait l'ancien directeur général de la sécurité intérieure lorsque je présidais la commission d'enquête sur les filières djihadistes. Il avait eu cette formule que j'ai toujours à l'esprit, qui m'a marqué. Et c'est vrai qu'on n'est pas au bout de ce long chemin tragique. Malheureusement, nous voyons que l'actualité, qu'elle soit française, qu'elle soit européenne ou internationale, montre que c'est une guerre finalement qui est déclarée à la civilisation, que la barbarie islamiste a décidé de s'attaquer à tous les symboles de la liberté et de la démocratie. Pour certains des auteurs des attentats récents, ce week-end à Marseille par exemple, ce sont des gens qui, rien ne laisse penser dans leur attitude passée qu'ils feront ce type d'acte. Et il y a quelque chose d'imprévisible dans cette violence. Bien sûr, et c'est ce qui le rend d'autant plus dangereux. C'est ce qu'on peut appeler ce terrorisme low cost. Il y a l'activation d'esprits fragiles, faibles, qui sont manipulés par ceux qui ont pour dessein de faire de notre pays une cible. Et c'est redoutablement dangereux parce qu'en effet, ces personnes sont souvent, comme l'a été le terroriste de Nice, avec des moyens très faibles, la location d'un camion, des conséquences terrifiantes. Et on est toujours dans cette terreur. Ce constat ne nous exonère pas d'aller plus loin dans les mesures de protection. Je le dis depuis plusieurs années, avec une forme de constance qui m'a valu une déclaration du ministre de l'Intérieur me disant que j'étais monomaniaque, mais quelque part, je revendique cette forme de constance pour dire on n'a pas pris toutes les décisions, on n'a pas doté notre arsenal juridique et surtout notre arsenal budgétaire des moyens nécessaires pour gagner cette guerre. On nous dit, et je crois que le constat est partagé, que nous sommes dans une forme de guerre, qu'elle soit à l'extérieur de nos frontières ou désormais à l'intérieur. Et il faut, pour gagner cette guerre, je le dis, réarmer l'État. Et on n'a peut-être pas pris, collectivement, je ne fais pas un procès à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, la mesure de cette situation depuis trop longtemps. Mais des efforts financiers sont faits, des mesures légales sont prises depuis... chaque année, on prend de nouvelles mesures. Des efforts financiers... On ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Oui, on a voté 13 lois sous la précédente mandature, 13e en juillet sous ce gouvernement pour prolonger l'état d'urgence. On est donc à la 14e. Donc des mesures sont prises, la prise de conscience chaque fois, existe. Ce sont des mesures après les événements. Moi, ce que je propose, et j'ai déposé un texte en ce sens il y a quelques mois, en début d'année, qui se voulait un peu la base programmatique de notre famille politique, c'est une grande vision sur les 10 années à venir. Il faut réarmer l'État. Dans les années 60, lorsque le général de Gaulle était président de la République, on consacrait 6,5% de la richesse nationale à l'effort de sécurité. La défense nationale, la sécurité, le régalien, ce qui fait l'État. Finalement, si l'État a une raison d'être, c'est protéger ses concitoyens et disposer pour cela de la force publique. Budget du ministère de l'Intérieur et de la Justice. On a divisé par 2 cet effort. Sous 50 ans, tous les gouvernements ont une responsabilité. Et elle est collective lorsqu'on a été au pouvoir, lorsque nous n'étions pas. Aujourd'hui, il faut dire que face à cette situation, il faut réarmer l'État. La justice, par exemple, est dans une situation déplorable. Ce qui s'est passé hier à Lyon sur le refus de prendre cet étranger... l'auteur présumé, enfin l'auteur de l'assassinat de Marseille, dont on n'a pas procédé à l'expulsion, alors qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, réitérée plusieurs fois. C'est aussi le signe
qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas la volonté aussi sans doute, mais qu'il y a des failles. Nos administrations se sont affaiblies, nos préfectures se sont affaiblies, la justice est en voie de paupérisation. Écoutez les magistrats, des commissariats. Donc il faut, aujourd'hui, on peut tous envoyer la responsabilité de cette situation. Ce qu'il faut, c'est un grand plan pour les prisons aussi. Vous avez raison de pointer ce qui s'est passé à Lyon, ça pose question, une enquête est ouverte. Mais pour le reste, on a vu ce qui s'est passé à Marseille. Très vite, en quelques secondes, des policiers qui interviennent, des militaires qui interviennent. Bien sûr. En quelques secondes, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus à Marseille, sur le parvis, ce dimanche? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire si la chaîne du fonctionnement de l'État avait bien fonctionné? Cet attentat n'aurait pas eu lieu. Et ce n'est pas rien. Ce qui s'est passé à Lyon est d'une extraordinaire gravité. Il faut que ceux qui sont responsables de ce dysfonctionnement, et dysfonctionnement est un mot bien modeste à l'égard des conséquences qu'il a produit, soient aujourd'hui mis en cause. On ne peut pas être dans une société d'irresponsabilité. L'inspection générale de l'administration a été saisie par le ministre de l'Intérieur. Un fonctionnaire n'a pas pu être joint samedi, qui aurait pu entraîner la mise dans un centre de rétention de la personne qui a commis le meurtre le dimanche. Vous souhaitez qu'il y ait des sanctions auprès des fonctionnaires? Parce que là, c'est une responsabilité individuelle. Il faut que toute la vérité soit faite. Et c'est une responsabilité collective, Jean-Michel Apathy. Non, mais il y a des fonctionnaires qui n'étaient pas à leur poste samedi. Parce qu'on ne procède plus à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Le précédent gouvernement... Vous savez que ce n'est pas seulement la dimension de ce qui s'est passé samedi. On n'a pas pu joindre un fonctionnaire... qui aurait pu décréter que la personne qui a commis les attentats le lendemain, enfin les meurtres, il y a deux problèmes. Aurait pu être mis dans un centre de rétention. Il manquait des places dans le centre de rétention. Dans la proposition de loi que j'évoquais, je proposais qu'on double le nombre de places, qu'on les porte à 2000. Ça, c'est une partie du problème. L'autre partie non négligeable. L'autre partie, c'est la faute individuelle. On n'applique pas l'OQTF. Pourquoi? Parce qu'il y a un état d'esprit qui, depuis des années, fait qu'aujourd'hui, l'éloignement des étrangers en situation irrégulière n'est plus une priorité. Le gouvernement socialiste avait supprimé le délit de séjour, donc on ne peut plus placer un étranger en situation irrégulière en garde à vue, et le texte qu'annonce Gérard Collomb maintient cet état de fait. C'est une faute, donc nous disons aujourd'hui qu'il faut réarmer l'État aussi dans cette volonté de dire ceux qui n'ont pas un titre de séjour légal n'ont rien à faire sur le territoire national. Et sur la faute, il faut qu'il y ait une sanction ou pas? Il faut qu'il y ait une enquête et naturellement, on ne peut pas être dans une société d'irresponsabilité. Donc sanction. Il faudra que le ministre assume aussi les défaillances de la chaîne de commandement qui est placée sous son autorité. Il ne peut pas y avoir aussi que des responsables qui ont peu de moyens qui soient sanctionnés. Vous restez avec nous, Éric Ciotti, bien sûr. 8h40, l'essentiel de l'info. Tout de suite, Edwige Coupez. Nous sommes toujours en état de guerre, même si Daesh a connu des défaites militaires. Déclaration à l'instant sur France Inter de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, après la découverte le week-end dernier d'une bombe artisanale au pied d'un immeuble dans le 16e arrondissement de Paris. 5 personnes ont depuis été interpellées et placées en garde à vue. Parmi elles, un individu fiché pour radicalisation. Aux États-Unis, des veillées funèbres s'organisent à Las Vegas en hommage aux victimes de la fusillade qui a fait au moins 59 morts et plus de 500 blessés. Les habitants solidaires n'ont pas hésité à attendre des heures pour donner leur sang. Donald Trump, lui, sera sur place demain. Le président américain qui s'est contenté d'appeler à l'unité du pays sans évoquer ni la question du terrorisme ni celle des armes à feu. Les transports sont très perturbés ce matin à Barcelone. Les étudiants commencent, eux, à se rassembler dans les universités et les musées sont fermés, à commencer par la célèbre Sagrada Familia. Grève générale aujourd'hui partout en Catalogne pour dénoncer les violences policières en marge du référendum d'autodétermination de dimanche. 5 mois après son face-à-face tendu avec les salariés de Whirlpool, temps fort, vous vous souvenez de l'entre-deux tours de la présidentielle, Emmanuel Macron retourne aujourd'hui à Amiens. Le président va rencontrer le repreneur du site, un industriel Picard qui s'est engagé à conserver les 290 emplois. France Info. Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, est l'invité de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. On pourrait dire, puisque vous avez vous-même caractérisé la situation actuelle comme similaire ou approchante d'une situation de guerre, on pourrait dire que sur ces questions-là, une forme d'union nationale serait bienvenue. Vous n'allez pas voter tout à l'heure, Éric Ciotti, le projet de loi que
qu'a présenté, puis que présente au vote cet après-midi le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur la transcription des éléments de l'état d'urgence dans la loi ordinaire. Est-ce pas un peu dommage de ne pas essayer de créer une concorde nationale autour de ces questions? L'unité nationale, oui, toujours. Et je l'ai toujours fait. Et nous l'avons toujours fait. J'évoquais ces lois très nombreuses, trop nombreuses, qui ont été présentées depuis 2012. Je les ai toutes votées, sans exception. Ce sera en effet la première fois aujourd'hui que je ne voterai pas un texte relatif au terrorisme. Pourquoi? Parce que ce sera également la première fois depuis 2012 que notre dispositif de sécurité va être plus faible. À partir du 1er novembre prochain, les dispositifs de lutte contre le terrorisme dont dispose l'autorité administrative sera allégé. Il y aura moins de protection pour nos concitoyens sur tous les sujets. La sortie de l'état d'urgence, la base de notre raisonnement. Pourquoi on vote contre ce texte? Nous sommes opposés à la sortie de l'état d'urgence. La menace on ne peut pas vivre en permanence. La menace est maximale. L'actualité récente l'a démontré. Le ministre de l'Intérieur le répète et il a raison. 12, peut-être 13 avec ce qui s'est passé à Paris récemment, dans le 16e arrondissement. 13 attentats, 20 donc depuis 2 ans, ont été déjoués. Et c'est à ce moment, il y a Barcelone, il y a Londres, qu'on choisit de baisser la garde. De sortir de l'état d'urgence. Ce n'est pas le moment. Bien sûr, on ne peut pas rester à vie dans l'état d'urgence. Mais alors, la transcription des mesures de l'état d'urgence doit se faire à un autre niveau que celui qui est fait aujourd'hui. C'est une illusion médiatique, c'est un alibi du gouvernement. Les mesures de transposition de l'état d'urgence n'auront plus aucune utilité. Le discours du gouvernement, c'est de dire qu'il faut tenir compte de l'expérience, 2 ans d'état d'urgence, et trouver un équilibre entre les libertés publiques et la sécurité. On est dans une démocratie. Ça n'a pas de sens si on restreint les libertés publiques pour assurer la sécurité. Il faut trouver un équilibre. Pour moi, la première des libertés, c'est la sécurité. Non, la sécurité, c'est la condition d'exercice des libertés. C'est pas une liberté, la première des libertés est garantie par notre sécurité. Je le dis très clairement. Les libertés sont garanties par la sécurité. Ah oui. Ces 2 jeunes femmes qui ont été assassinées dimanche sur le parvis de la gare Saint-Charles, elles étaient dans un pays de liberté. Donc il faut aujourd'hui que la sécurité soit réaffirmée avec force parce que c'est la condition de la liberté. Non, ce débat, il est vieux comme la démocratie. Ben oui. Et puis, où on met le curseur. Voilà. Moi, je dis aujourd'hui que par rapport à la menace, 249 morts en France, 241, pardon, depuis 2015, est-ce que nous sommes toujours dans un pays de liberté si on ne va pas un peu plus loin sur la protection? Malheureusement, l'état d'urgence ou les mesures de l'état d'urgence, ce n'est pas la réponse idéale. On le voit bien, ça permet d'empêcher des attentats, vous l'avez rappelé, mais ça n'empêche pas non plus qu'il y ait aussi des attaques. C'est ça le problème. Il n'y a pas de réponse absolue. C'est pas comme si c'était la solution miracle. Si on avait la solution miracle, vous utilisez le mot, ça se saurait. Il faut aborder ces questions avec responsabilité et humilité. Le risque zéro n'existera jamais. Et si vous avez devant vous un homme politique qui vous dit « j'ai la solution », c'est un démagogue. Je suis dans un esprit de responsabilité. Pour autant, l'état d'urgence, par exemple les perquisitions administratives, ont permis, il y a eu 4500 et quelques perquisitions administratives. Elles ont permis l'ouverture de 30 informations judiciaires. 30 informations judiciaires. Donc ça veut dire que des personnes étaient en cause dans des réseaux terroristes. 600 armes ont été saisies, 78 de guerre. Ça veut dire qu'il y a eu une utilité. Et que cette utilité, aujourd'hui, on est en train de l'édulcorer, de la priver. Non. Le préfet pourra toujours décider de perquisition, mais il lui faut l'accord du juge. Il y aura la décision du juge. Les juges bloquent. Non, les juges sont sont des obstacles à la sécurité? Pas du tout, au contraire. Il y a les perquisitions judiciaires, elles existent aujourd'hui, elles sont dans l'état de droit et ce sont les principales qui sont activées. Mais il y avait cet instrument de police administrative qui avait une utilité, c'est l'extraordinaire rapidité. Dans l'heure, on pouvait faire une perquisition administrative. Désormais, ça ne sera plus possible puisque la procédure ressemblera à une procédure judiciaire. Donc, la procédure judiciaire existe, le fait de mettre le juge dans la procédure administrative n'a aucune utilité. Je parlais des divisions que provoque ce débat, alors que peut-être on attendrait qu'il y ait davantage de convergence de la part des acteurs politiques. Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, était l'invité d'RTL ce matin, et il a mis assez violemment en cause la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qu'il juge complaisante avec l'islam politique. On écoute Manuel Valls.
Il y a des sujets beaucoup plus lourds, beaucoup plus importants. celui de la complaisance, oui, avec l'islam politique. Ça c'est un autre sujet qu'il ne faut pas traiter à la légère. Et une partie de la gauche a failli sur cette question-là et dans la complaisance vis-à-vis du communautarisme. Voilà, donc il parle de la France insoumise complaisante avec l'islam politique. Est-ce que vous partagez ce jugement de Manuel Valls ? Je le partage, oui. Manuel Valls a toujours été très clair sur les questions de laïcité. Il a raison. Au sein du Parti socialiste, il y a eu beaucoup d'ambiguïté et son gouvernement n'a pas eu l'attitude très claire que appellerait son propos. Mais on voit bien qu'il y a des parlementaires de la France insoumise qui aujourd'hui ont une attitude plus qu'ambiguë. Et en tout cas, je crois, Madame Obono qui dimanche considère notamment qu'un chauffeur de bus qui refuse de prendre son service après qu'une femme l'ait précédé, que ça ne pose aucun problème. Voilà, c'est ce fort... du sexisme. Et pas de l'islamisme. Voilà. Bon, c'est son raisonnement. C'est une forme de banalisation permanente qui me choque et que je veux condamner. Vous parliez tout à l'heure d'unité nationale. Bien sûr qu'il faut l'unité nationale, mais je trouve que le texte qui est proposé aujourd'hui est une occasion manquée, notamment sur cette question de la laïcité. Il n'y a rien sur l'affirmation d'une nouvelle laïcité. Il n'y a rien sur la prévention de la radicalisation en prison. Il n'y a rien sur l'expulsion des étrangers. Il n'y a rien sur l'organisation des services de renseignement. On fait simplement un texte un peu de communication. Alors là, le gouvernement est spécialiste des actions de communication. C'est pas le premier, pour dire... Mais avec une forme d'expertise qui est sans doute montée à un niveau très élevé, qui a permis sans doute le succès, j'en Mais attendez, la laïcité, ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Comment ça n'a rien à voir ? Les atteintes à la laïcité... On peut faire une loi sur la laïcité, si vous voulez, les atteintes à la laïcité, depuis des années, les petits accommodements qu'on a acceptés ont constitué le terreau de la radicalisation, du communautarisme. Et on ne s'attaque pas avec la force nécessaire à ce fléau. On voit aujourd'hui qu'il y a ces inégalités, certains vont parler de sexisme, qui s'introduisent dans notre pays, où on fait la distinction entre des hommes et des femmes, où il y a cette soumission, où il y a l'autorisation du voile à l'université, qui m'a toujours choqué, à laquelle je me suis toujours opposé. D'ailleurs, Manuel Valls était un peu sur cette ligne il y a quelque temps. C'est lié à ce sujet. Tout votre groupe unanime va voter tout à l'heure rapidement contre la loi je ne sais pas, mais l'immense majorité du groupe sera opposée à ce texte pour les raisons que j'évoquais. Mais vous risquez vous-même de vous diviser tout à l'heure à l'Assemblée nationale. On fera les comptes tout à l'heure. On verra, mais je vous le dis, Jean-Michel Apathy, l'immense majorité du groupe veut mieux protéger les Français. Ce texte va affaiblir notre niveau de protection. 8h50, vous restez avec nous. L'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Le débat sur les armes à feu relancé aux États-Unis après la fusillade de Las Vegas, la plus meurtrière du pays. Au moins 59 morts et plus de 500 blessés. Les démocrates demandent au Congrès d'agir. C'est trop prématuré, répond la Maison-Blanche. Une quarantaine d'armes ont été retrouvées chez l'assaillant et dans sa chambre d'hôtel. En France, 2 jours après l'attaque au couteau à Marseille, le ministère de l'Intérieur ouvre une enquête interne. Il s'agit de déterminer les circonstances de la remise en liberté de l'attaquant, un ressortissant tunisien interpellé pour vol à Lyon, moins de 24 heures avant son passage à l'acte à Marseille. Pas d'entraînement aujourd'hui pour les footballeurs du Barça, solidaires du mouvement lancé contre les violences policières de dimanche en marge du référendum sur l'indépendance. 44 associations et syndicats appellent à la grève générale partout en Catalogne. La mobilisation s'annonce déjà forte dans les transports et dans les universités. Et puis un concert de casseroles ce midi à Amiens, l'accueil du collectif Picardie Debout du député insoumis François Ruffin. Il accompagne Emmanuel Macron de retour dans la ville, 5 mois après cette passe d'armes avec les salariés en colère de Whirlpool pendant l'entre-deux tours de la présidentielle. Le président vient rencontrer le repreneur de l'usine. Les 290 emplois seront conservés. France Info. Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, est l'invité de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. Dans le débat, il y a aussi le retour des discussions budgétaires. Le gouvernement modifie substantiellement l'impôt sur la fortune. On écoute Édouard Philippe, il était l'invité de France de la semaine dernière. Le président de la République a indiqué pendant la campagne qu'il allait supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, ou plus exactement la partie de l'impôt de solidarité sur la fortune qui pèse sur les valeurs mobilières, et qu'il allait conserver la partie de l'impôt de solidarité sur la fortune qui pèse sur les valeurs immobilières.
Vous en avez rêvé d'une certaine manière, Édouard Philippe le fait, mais vous ne le soutenez pas. Moi, je souhaite la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est un peu ça. Hein. C'était dans notre programme. Les candidats, notre candidat à la présidentielle et celui que j'ai soutenu à la primaire, Nicolas Sarkozy. Donc la cohérence. Ce qui me choque, c'est ce choix que vient de rappeler Édouard Philippe, cette sélectivité. On supprime l'assiette des valeurs mobilières et on conserve dans l'impôt sur la fortune, qui va s'appeler l'IFI maintenant, uniquement les propriétés immobilière. Ça veut dire qu'on a ce paradoxe qui est profondément choquant et que je veux dénoncer, c'est-à-dire que la résidence principale, fruit du travail de toute une vie, et dans des régions comme la mienne où le prix de l'immobilier est élevé, on arrive relativement vite au seuil d'imposition, va être maintenue dans l'impôt sur la fortune, alors que les grands actifs financiers, les grands ou les plus faibles, mais surtout les grands patrimoines financiers vont en être exonérés. Donc il y a une forme d'injustice. Moi, je suis pour la suppression globale de l'ISF. Qui peut le plus, peut le moins. Cette sélection, elle me paraît extraordinairement injuste. Donc plutôt non alors. En tout cas, je souhaite que la résidence principale, à tout le moins, soit sortie de l'assiette de ce nouvel impôt. Que l'impôt disparaisse complètement. Et globalement, que l'impôt disparaisse totalement. C'est ce qu'on a prôné, donc je suis plutôt cohérent, je m'efforce de l'être en tout cas. Ça peut arriver en politique, Jean-Michel Apathy. On soutenait cette mesure avant, et je la soutiens, et je la revendique toujours aujourd'hui. Mais là, pourquoi laisser la propriété immobilière? J'entendais M. Castaner sur une station concurrente à la vôtre ce matin qui disait l'immobilier, c'est la rente. On a l'impression que ce gouvernement a pris les propriétaires comme cible. Voilà, il y a deux cibles. Les retraités, qui là aussi seraient des rentiers, et les propriétaires. Mais les propriétaires et les retraités ont travaillé toute leur vie, ils ont payé des impôts sur le fruit de leur travail, ça leur a permis d'accumuler peut-être un petit patrimoine, et là on va les taxer à nouveau, c'est ça qui est injuste. Vous soutenez Laurent Wauquiez pour la présidence des Républicains, puisqu'il y a encore une élection interne dans votre parti. Vous le soutenez, mais tout le monde a peur maintenant qu'il n'y ait aucun concurrent, et donc il y a une espèce d'opération pour dire qu'il faut parrainer d'autres concurrents pour que Laurent Wauquiez ait quand même des adversaires dans ce qui apparaît comme un peu un simulacre d'élection. À qui allez-vous apporter votre parrainage, Éric Ciotti? J'ai parrainé et je parraine Laurent Wauquiez, je le soutiens, et il y a une logique, faire en sorte qu'il puisse avoir un adversaire en parrainant quelqu'un d'autre. Je souhaite qu'il y ait le plus de candidats possible. Après, c'est une élection démocratique. Tout doit se faire dans ce débat. Et moi, j'appelle tous ceux qui ont des idées, des propositions, des valeurs à venir dans ce débat. Mais les règles ne sont pas un peu trop difficiles pour être candidat? Les règles ne sont pas un peu trop dures? On les avait considérablement affaiblies par rapport à 2012. 2012, c'était 10 000 parrainages, je crois, de mémoire. Aujourd'hui, c'est 2300 et quelques, et 13 parlementaires. Moi, je regrette que des grandes voix qui sont mes amis, comme Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, aient choisi de ne pas participer à ce débat. Le débat, il doit se faire dans notre famille politique. Les valeurs de la droite et du centre ont une place essentielle dans notre pays. En tout cas, et il faut que ces valeurs soient incarnées par une formation politique. Le débat va se faire avec Laurent Wauquiez? Oui. Laurent Wauquiez contre Laurent Wauquiez? Non, il y aura d'autres candidats. Vous croyez? J'en suis convaincu. Je le souhaite, je l'espère, mais j'en suis convaincu. Mais je le dis, M. Macron a voulu faire disparaître notre famille politique. La nomination d'Édouard Philippe avait cet objectif, nous faire disparaître pour qu'il n'y ait plus qu'un entre-soi entre M. Macron et les extrêmes. Je parle de ce qui s'est passé après l'élection présidentielle. Avec la nomination de ministres qui n'avaient qu'une mission, c'est nous détruire. On est toujours là. D'accord. Alors, on a devant nous des opérations de renaissance, j'en conviens, de reconstruction qui sont importantes. Je voudrais terminer par une dernière question importante de société. L'écrivaine Anne Berthe, je ne sais pas si vous voyez de qui je veux parler, morte. Elle était atteinte en Belgique, de la maladie de Charcot. Façon volontaire. Elle s'est rendue en Belgique en fin de semaine. Elle a subi ce qui s'appelle une euthanasie. Lundi, un médecin belge lui a administré des médicaments. Est-ce qu'il faudrait légaliser l'euthanasie en France pour éviter ce genre de situation? J'ai vu son témoignage il y a quelques semaines, je crois, où elle annonçait finalement sa volonté.
c'est extraordinairement émouvant. Et ça pose des questions légitimes. En conscience, même si ce témoignage m'a frappé, m'a bouleversé, je le dis, je ne suis pas favorable à ce qu'on aille plus loin vers l'euthanasie, parce qu'il peut y avoir des dérives. On a trouvé une loi d'équilibre avec Albert disait non, c'est pas une bonne loi. Avec la loi Leonetti. Peut-être de ce qu'elle parlait. Il y a ce débat, je considère pour ma part, mais c'est un sujet qui dépasse très largement les considérations politiques et qui appelle à des considérations plus personnelles. Je pense que c'est un texte d'équilibre et que bouger cet équilibre pourrait être dangereux. Merci beaucoup, Éric Ciotti. Merci d'avoir été l'invité de France Info ce matin.